Salut tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Ça doit faire à peu près un an que j'ai sorti la dernière. J'avais pas mal de projets sur le côté, pas mal de trucs à faire, donc j'ai pas trop eu le temps de m'y mettre. Mais là, j'ai un peu plus de temps de dispo et ça commence à vachement me manquer. Donc je relance un petit peu la chaîne. Je vais ressortir pas mal de vidéos, pas mal de concepts, etc. Donc si vous avez des idées ou des recommandations, n'hésitez pas à me les faire en commentaire ou à me les envoyer par message. Je les écouterai, puis on essaiera de faire un contenu qui vous fait plaisir et qui correspond à ce que vous attendez pour progresser au poker, quoi. Grosso merdo. Pour la reprise, on va profiter de l'arrivée des Winamax Series qui sont en ce moment. Là, au moment où je tourne cette intro, on est le 9 avril, probablement la date de sortie de la vidéo. On va discuter des Winamax Series avec mon collègue Mathéo de la Summer School, avec qui depuis on bosse le jeu ensemble et on est devenus super potes. Donc, à la base, on voulait faire une vidéo de 20 minutes. Finalement, ça a duré à peu près 1 heure. Donc, pour vous éviter de tout regarder, au cas où vous n'avez pas envie ou pas le temps, je vais mettre les timelapses, les timeframes, etc. En bas sur YouTube. Comme ça, vous pouvez aller là à la partie où ça vous intéresse, que ce soit comment gérer les flights, que ce soit si vous êtes plutôt récréatif, comment jouer les séries, ou plutôt régulier, comment aborder les séries, le bankroll management et plein d'autres choses qu'on aborde autour des séries. Donc voilà, installez-vous, bonne vidéo, et puis encore une fois, on revient avec plein de contenu. N'oubliez pas d'activer la cloche, vous abonner, etc. pour vous tenir au courant de ce qui vient. Bonne vidéo. Salut à tous, je suis avec Mathéo, que vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, donc là on s'est dit avec l'arrivée des Winamax Series que c'était une bonne idée de reprendre un petit peu tout ça, reprendre les vidéos et tout. Et on commence par une vidéo qui va aborder le thème des Winamax Series. Pendant 10 jours, ça commence là, on est le 4 avril au moment où on tourne la vidéo. Pendant 10 jours, à partir de dimanche, il va y avoir des énormes tournois avec des énormes fields, avec des prize pools monstrueux, possibilité de prendre des dizaines de milliers d'euros ou de se broke. Il y a aussi évidemment tous les aspects qui sont dans les séries. Il y a énormément de variance dans ce type de tournoi. Il y a énormément de changements de bankroll qu'on peut faire et de choses comme ça. On va se poser ensemble avec Mathéo, on va discuter des séries, de comment les aborder, que vous soyez récréatif, régulier, de petites limites, ou juste si vous avez envie de savoir un petit peu comment est-ce que on aborde les séries et tout ce qui tourne autour. On va commencer du coup la vidéo en parlant un petit peu de la violence de la variance sur ces tournois, parce que c'est des tournois qui ont des fields énormes par rapport aux tournois d'habitude que vous pouvez jouer, notamment l'après-midi ou certaines soirées un peu soft. Du coup, Matt, je te laisse me parler un petit peu de ta vision de ça, de la variance sur les séries et comment est-ce que tu l'abordes pour gérer tes séries. Ouais, bah déjà, la chose principale, c'est on se rend pas compte. Humainement, on visualise pas à quel point ce jeu est variancé, parce que la plupart des gens avec qui on a tendance à discuter, mais même des gens qui sont très réguliers, hein, quand on parle de variance, ils te parlent tout de suite de coups à tapis. Ouais. Et bah, certes, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est euh, Théoline en BVB, 20 deep, à 70 left. C'est, est-ce que quand tu as 2 rois, le mec en face, il a 2 dames ou il a 2 as? Est-ce que, quand tu 2 barrels en semi-bluff, ton flush draw, ta flush, elle rentre quand le mec, il a brelan ou elle rentre pas quand le mec, il a pas brelan? Enfin bref, c'est plein de choses qu'on voit absolument pas et du coup, on se rend vraiment, vraiment pas compte. Déjà sur des tournois comme on va le voir à 500 joueurs, il y a une variance qui est folle. Mais alors sur des fields, sur les Winner Series, bah, pour pour dire sur le simulateur de variance qu'on a, il y a même pas des fields assez gros pour, dans les Ouais. simulations disponibles pour, pour, avoir des scénarios de Winner Series avec des fields. Enfin, faut quand même se rendre compte de ce dont on parle. Les flights à, 2, 5, 10, 20, 50 qu'il y a sur Winamax, même le 125, enfin, c'est des fields à 100 000 joueurs. Enfin, je veux dire 100 000 joueurs, c'est complètement absurde. Donc l'idée, c'est vraiment de se rendre compte que, heu c'est impossible d'aborder un festival comme ça en ayant l'optique, de faire un profit immédiat. C'est-à-dire que, dans l'idéal, un très bon joueur régulier, donc on va dire un joueur qui, jou a l'optique, le niveau, les circonstances de vie, la bankroll et les résultats, donc ça fait beaucoup de conditions, pour pouvoir jouer 10 ans,
Bah, on va dire que pendant 10 ans, s'il est régulier, il va faire quoi? Il va faire 35 séries. On va dire que s'il les joue toutes, dans le meilleur des cas, s'il les joue toutes, il en joue 40. Donc ça fait pas beaucoup de tournois non plus, quoi. Donc c'est-à-dire que potentiellement, un très bon joueur régulier peut ne jamais perfer sur un series et c'est juste complètement plausible et à l'inverse, tu vas avoir des joueurs moins bons qui vont en gagner 8 win a series. C'est juste possible, en fait. Donc, faut vraiment pas avoir comme optique, sur 1 ou 2 ans, de se dire: «Vas-y, je fais les séries, je gagne tant en moyenne par tournoi, donc bah, je peux espérer gagner tant». Non, ça se passe pas du tout comme ça. Juste tu ton meilleur niveau de jeu, tes meilleures dispositions mentales, tu frais, tu pars au combat et tu sais que tu vas te faire détruire dans 85 des cas et si tu break even, genre vraiment, c'est un bon résultat, en fait, d'être break even. Donc voilà, moi, c'est vraiment comme ça pour moi, qu'il faut aborder des tournois Ouais. aussi énormes, quoi. Complètement d'accord avec toi, c'est des fields monstrueux et on entend souvent dire ouais mais les fields ils sont explosés, les séries ça amène d'énormément de mauvais joueurs, ce qui est vrai, mais c'est pas parce qu'il y a énormément de mauvais joueurs que vous allez forcément perfer et que la role elle va forcément monter grâce aux séries. Parce que on va vous montrer une petite simulation, mais on a regardé sur un logiciel qui s'appelle Prime Dope, qui permet de voir un petit peu l'impact de la variance sur les résultats, selon certains critères qu'on fixe au début. Et là, on a pris du coup un joueur qui a 35% ROI, ABI 15. Alors pour simplifier, on a mis un seul type de buy-in plutôt que de faire buy-in 5, buy-in 10, buy-in 20 et de split. Pour simplifier, on a mis un seul type de buy-in. Et on va regarder un petit peu. Donc 35% ROI, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur. 35% ROI. Et on va voir l'impact de la variance dessus en comparant un petit peu series, pas series. Et comme a dit Matt, la, la sim elle pourra pas être parfaite parce qu'on peut pas mettre assez de joueurs ou alors juste j'ai pas trouvé comment est-ce qu'on faisait. Mais dès qu'on dépasse un certain nombre de joueurs, on peut pas setup suffisamment de mecs ITL pour, correspondre au nombre de joueurs. Du coup, premier truc, simulation déjà sur des fields de 500 joueurs, ce qui est pas énorme. En réalité, quand tu joues un tournoi le dimanche, il y a souvent plus que 500 joueurs sur la plupart des tournois. Bah, quand on regarde 500 joueurs, ROI 35%, ABI 10, on a pris volontairement un nombre de tournois qui est de 250 pour correspondre à peu près au volume qu'on pourrait faire si on tryhard des séries. Les séries, t'en joues, quand c'est, je sais pas, t'en joues peut-être 25 à chaque fois. Si tu joues tous les jours, il y a 250 tournois. À peu de choses près, ça revient à peu près à ça. Et vous voyez Oui, ce que qu'il faut regarder, c'est que les tournois réguliers, hors séries de Wina sont aussi gonflés pendant les séries parce que tu as des joueurs qui sont amenés par les séries et qui jouent les autres. Donc en fait, tous les fils sont gonflés. ouais, mais c'est pour ça que la période est absolument incroyable, parce que tous les fils sont gonflés et le niveau est plus faible. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il y a moins de variance. Il y a moins de variance si c'était le même nombre de joueurs, vu que le niveau est plus faible, mais les fils sont vraiment beaucoup plus élevés. Et là, on regarde, ça c'est une simulation donc, de variance sur des fils de 500 joueurs, donc plutôt hors series, on va dire, pour un mec qui a 35% ROI. Et on voit que sur 250 tournois, il y a pas mal de situations sur la courbe ici où le joueur il est quand même dans le négatif. Donc même sur des petits fields entre guillemets, des moyens fields on va dire, ça arrive de perdre pas mal d'argent. Et on voit si on regarde sur les intervalles de confiance, ça c'est le truc un peu intéressant. Comment ça se lit ça? Ça veut dire qu'on a 70% de chance d'avoir notre ROI, notre retour sur investissement, qui est compris entre ces deux valeurs. C'est-à-dire que dans 70% des cas, on fera pas pire, on fera au moins 14% ROI. Au pire, enfin au pire sur ces 70% des cas, on fera moins 14% ROI et on peut aller jusqu'à 87% ROI dans 70% des cas. Et dans 99,7%, donc quasiment 100% des cas, on fait entre moins 60% ROI et plus 200% ROI parce que on n'est pas à l'abri de tout blanc, même si on est très bon, ou de blanc en tout cas une énorme partie, et on n'est pas non plus à l'abri de parfait, de faire 4 premières places, et du coup d'avoir un ROI sur la période qui est énorme. Si on regarde maintenant en comparaison avec les séries, donc les séries, on a mis à peu près enfin, on a mis les mêmes caractéristiques de joueurs, Ouais, ROI ce qu'il faut 35%. noter, c'est on a mis des 5000 joueurs de fil parce que les places payées maximum disponibles sur la simulation, c'est 700. Parce que dans les faits, et vous le remarquerez assez vite, sur n'importe quel tournoi inférieur à 20 euros, tous les tournois, il y a 1200 ITM, quoi. Tu vois, c'est des fils à 13 000 joueurs. Donc, faut vraiment se dire que c'est quasiment 2 fois plus important que ce qu'on a pu rentrer dans le simulateur, là. Ouais, c'est là on va voir des trucs. C'est encore pire en pratique sur des fields et d'autant plus quand on joue des tournois pas très chers, il y a vraiment beaucoup plus de joueurs. Donc il peut y avoir facilement 10 000 joueurs sur un tournoi. On parle même pas des flights où il peut y avoir plus de 100 000 joueurs.
mais sur des tournois un peu entre guillemets régulars des séries, enfin normaux des séries, on a même beaucoup plus de joueurs que ça. Et déjà sur cette simulation-là, quand on calcule, hop, on voit que, contrairement à la courbe d'avant qui était un peu plus lissée, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... Vous voyez, le best run, c'était 10 000, que le meilleur run de toutes les simulations, c'était 10 000. Ici, c'est 30 000, parce que qui dit grosse variance dit, dans l'autre sens aussi, on peut gagner vraiment énormément d'argent. Par contre, il y a beaucoup plus de cas où on va juste tout blanc. Parce que quand il y a énormément de joueurs, étant donné que la logique de tournoi, c'est d'aller loin sur un tournoi pour rentabiliser les fois où on perd, dans l'idée, bah sur les séries, c'est très rare qu'on aille loin pour rentabiliser toutes les fois où on a perdu des petites sommes, entre guillemets. Et si on retourne sur l'intervalle de confiance, c'est plus moins 15% le worst case scénario dans 70% des cas, c'est moins 42%. Ce qui veut dire, en gros, qu'il y a vraiment énormément de chances pour que notre ROI soit faible et qu'on se brûle une partie de l'argent. À l'inverse, Et moins 40% ouais, ROI, ça pique, hein. moins 40% ROI, ça pique. Littéralement, c'est bah, tu perds la moitié, enfin ouais, tu perds la moitié de ce que tu as investi, quoi. Et dans 100% des cas, ou 99,7, vous voyez que là, par contre, les ROI peuvent vraiment exploser. C'est-à-dire qu'on peut passer sur des ROI de plus de 600% parce que bah, les tournois font qu'on peut potentiellement vraiment prendre des énormes sommes sur certains types de tournois. Évidemment, la contrepartie, c'est qu'on se broque plus souvent, du coup. Donc ça, c'est des fields que si on devait les aborder avec une logique de bankroll management, il faudrait être beaucoup plus rollé, beaucoup plus deep dans le nombre de buy-in disponibles dans la bankroll que bah, un tournoi régulier ici. Là, on est entre moins 63% et 611% ROI. Avant, on était entre moins 60% ROI et 200% ROI, ce qui n'est pas du tout la même chose en termes de gain potentiel. Et ça, c'est hors Et ouais, flight. Ouais, vas-y, juste dis-moi. une petite question. La courbe noire sur les graphiques, j'ai oublié, c'est la moyenne ou la médiane? La courbe noire sur les graphiques, c'est la moyenne. C'est la moyenne, ok. Ok, ok. Il n'y a Donc pas là, moyen d'avoir la médiane là-dessus? ils la mettent pas la médiane. Ils la mettent pas la moyenne. Ils la mettent pas la médiane, ils la mettent pas. Je crois que non, c'est pas la même chose que la noire ici. Ouais, non, ils l'ont pas la médiane, je crois. Ok. Je pensais que c'était la médiane. Bah, il me semble pas. Mine, mine, ça doit être moyenne. C'est une bonne question que tu poses. Mine. Ouais, parce que je trouve que pour les gens qui n'ont pas envie forcément de passer trop de temps dans ce genre de simulation, Ouais, moyenne. euh, juste, rega- juste regarder la courbe noire et se dire il y a 50% du temps on va être au-dessus, 50% on va être en dessous. Bah, quand tu vois la courbe noire sur la simulation des séries, tu dis ok, bon, c'est-à-dire qu'au moins une fois sur deux, genre juste je perds quoi. Tu vois, déjà ça calme d'un coup avant de se lancer dans ouais, je vais faire un gros festival à 2 fois mon ABI, tu vois. Ouais, bah c'est à peu près ça les stats, hein. Au moins une fois, enfin, faire break-even, c'est un top scénario en série. Enfin, c'est un top, c'est plus de 50% de bons scénarios, quoi, dans l'idée. La plupart du temps, on va perdre de l'argent. Et à l'inverse, la contrepartie, c'est que quand on gagne, on peut gagner vraiment beaucoup. Contrairement aux autres tournois où c'est beaucoup plus flat, dans l'idée. Donc ça c'est pour des tournois un peu normaux des séries. Maintenant, les tournois les plus beaux des séries, ça reste... Ah, peut-être... Ouais, on va peut-être parler de nos expériences avant ou on parle des flights directement? Bah on peut avancer là, on peut directement parler des flights et Ouais. à la fin de cette période sur les flights, on partagera un petit peu nos expériences sur ces tournois parce qu'on a tous les deux pu avoir plus ou moins récemment des deep runs assez sympas sur ces tournois ou des bonnes histoires. Donc on peut le faire Ouais. à la fin de Ok, du coup, je vais te poser une question. Là, on a vu les tournois, c'est trop cool et tout, il y a énormément de variance, faut faire gaffe. Maintenant, sur les flights, c'est encore pire. Comment est-ce que ou encore mieux, ça dépend comment on voit les choses, comment est-ce que tu gères les flights actuellement? Alors, Toi, en tout cas, toi actuellement, je dis pas euh, forcément comment faut les gérer, mais toi, tu les gères comment? ouais, bah alors j'ai quasiment toujours eu cette logique, même quand j'avais un travail à côté. Maintenant, je suis un peu plus semi-pro, mais disons que j'ai toujours eu à peu près la même logique. C'est que je regarde le flight qui correspond à mon cœur de buy-in. Donc là, actuellement, c'est le 20, voilà. Et donc, faut savoir, il y a le 2, le 5, le 20, le 50 et le 125. Donc, si vous êtes à BI 15, bah, vous pouvez dire que ça veut dire que vous pouvez jouer, donc c'est le Colossus sur Winamax, le 20 euros, vous pouvez le jouer tranquillement. Voilà.
Donc ma logique, c'est les flights qui vont être en dessous de celui-ci, je vais les jouer uniquement lorsqu'ils ne vont pas me déconcentrer de mon grind normal. Parce que si je joue ABI 15, je veux être à mon meilleur niveau possible sur les tournois de mon ABI. C'est le but. Donc avoir constamment un tournoi à 2 euros plus un tournoi de plus à 5 euros qui tourne, bah ça va me déconcentrer de mes buy-in normaux et du coup je vais baisser mon ROI sur mes buy-in normaux. Et on ne veut pas ça, ça ne nous intéresse pas. Du coup, bah, par exemple, les dimanches, je vais pas essayer les flights sur les tout petits buy-in parce que je vais être concentré sur mes buy-in. Je vais souvent essayer en tout début de session. Donc, si je commence à 17h, je vais me light rake sur les flights de 15h, par exemple, sur les plus petits buy-in, ou alors en toute fin de session quand j'ai plus beaucoup de tables. Voilà. Donc là, après, faut avoir la solidité mentale de monotabler un grand 2 euros entre 23h15 et J'ai 1h10 pour l'impression que payer. ça, c'est tous les soirs de séries. J'ai l'impression que quand je joue les séries, tous les soirs, je me retrouve à monotabler le Giant KO et à bust à 3 places de la qualif Ouais, et à bah, jamais réussi à le qualif. ouais, c'est ça. Mais du coup, bon, ça, c'est ma logique sur les buy-in les plus petits. Et ensuite, sur mon buy-in principal, je vais avoir la logique de ne jamais re-entry après le niveau 2. Voilà. Parce que souvent, Winamax, alors ils n'ont pas le droit de le faire sur tous leurs tournois, mais je crois que sur les flights, ils ont le droit. Tu as une re-entry illimitée. Et ça, c'est le piège ultime. Mais vraiment, ça, c'est comment se tuer sur nos propres buy-in. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur un flight, pour se qualifier, il faut faire top 3% tous les formats et top 5% pour les mystéries. Donc ça veut dire qu'il faut quand même aller très très loin dans le tournoi. Sauf que sur un event normal, quand tu fais top 3% de cet event, tu prends une somme d'argent conséquente. Pas sur un flight. Sur un flight, tu as juste le droit de revenir 10 jours plus tard sur un nouveau tournoi où il y aura encore 3000 joueurs minimum. Donc c'est pas du tout la même chose en termes de gains possibles sur le moment. Donc, si tu réentries 3 fois ton 20 balles, ok, tu as l'impression que ça va, ouais, mais en plus, ils sont nuls, machin. Tu réentries 3 fois ton 20 balles, le tournoi, il t'a coûté 60. Donc, les fois où tu feras pas top 3%, bah, tu vas jamais rentrer dans tes frais, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment une erreur qu'on voit très souvent. C'est avoir une optique de re-entry beaucoup trop importante sur ce genre de flight. Voilà, donc moi, c'est pas de re-entry sauf après le niveau 2 et c'est une seule boulette de re-entry grand maximum. En sachant que dépasser le niveau 2 avec la première boulette, ça va arriver 90-95% des cas. Donc en fait, je me retrouve à quasiment jamais le re-entry. Voilà. Donc ça va être ma logique sur mon cœur de buy-in et les buy-in en dessous. Et pour le buy-in supérieur, je fais quelque chose qui fonctionne, qui a très bien fonctionné. Donc bah, tant que ça chose fonctionne, je le maintiens en place, c'est que le 50, je ne le tente qu'une fois que j'ai qualifié le 20, Ok. pas avant. Donc ça demande une discipline qui est quand même assez importante. Et ensuite, Mhm. une fois que je le teste pas autant que je testais le 20, vu que c'est un buy-in 2 fois et demi supérieur. C'est-à-dire que je le tente une fois par jour. C'est tout. Voilà. Et ensuite, le 125, bah, je peux le tenter plus de fois parce que bah, si on gagne régulièrement, on a beaucoup de tickets. Ouais. C'est-à-dire que sur les retours maintenant, Winamax, il lance les retours genre 2 mois avant chaque série. Donc en fait, bah, j'ai tout le temps entre 4 et 10 tickets, plus t'as des free rolls de machin de qualification, tu chopes un ticket, plus tu as 2-3 miles à gauche à droite. Au final, je me mets souvent à mettre plus de boulettes dans le 125 grâce à des tickets que dans le 50. Mais ça, c'est aussi comme ça qu'ils peuvent se permettre de proposer des événements avec, euh, avec 3 millions de garanties, quoi. Ouais, et puis ça impacte pas ta rôle. Si c'est des tickets, c'est pas grave en termes de rôle, en termes de mental et tout ça. Bah, ça l'a impacté parce que j'ai gagné moins d'argent que ce que j'aurais dû, entre guillemets, sur les tournois sur lesquels je suis qualifié, parce que les prize pools Oui, sont quand même assez bizarrement oui. foutus Une sur les fois que road tu as to. tes tickets, bon bah voilà. Voilà, c'est ça. Ah, mais il faut l'avoir en tête quand même, parce qu'il y a plein de gens Ouais, qui jouent les road to. C'est des sats, tu vois, c'est pas la même chose. Enfin bon, c'est encore un autre sujet, ça. on en parlera peut-être après. Il y a un autre truc sur lequel j'ai envie d'insister aussi sur les flights, qui n'est pas forcément super bien compris. C'est que, comme on a expliqué, c'est énormément de variance parce qu'il y a énormément de joueurs. Et comme dans tout type de tournoi, c'est toujours le même fonctionnement. Pour rentabiliser toutes les fois où on perd de l'argent ou on n'en fait pas beaucoup, il faut aller vraiment très loin dans le tournoi pour que, in fine, sur la globalité des événements flight joués, on soit en positif. Sauf que ça, c'est la logique mathématique, entre guillemets. La logique d'humain, il faut bien comprendre que la plupart du temps, on perd le flight, c'est-à-dire où on fait un min cash ou pas grand-chose, où on ITM pas, etc. Et c'est très dur, très long. Mais les fois où on va pouvoir rentabiliser toutes ces pertes, il va falloir faire des très bonnes perfs sur des flights. Et les flights, contrairement au tournoi classique, c'est des sommes auxquelles les joueurs qui arrivent sur ce late game,
il y a énormément d'entre eux qui n'ont pas du tout l'habitude de manipuler des paliers de cette somme. Et là où, par exemple, on va prendre l'exemple du high five, c'est un 5 euros. Les joueurs de 5 euros maximum, ils vont jouer pour 2000 euros, 3000 euros à la win sur des gros 5 euros classiques. Sur un flight, vous avez quasiment 100 000, un peu moins sur le high five, mais on va dire Non, pour arrondir, ouais, 50 000 à la gagne. Et un tournoi où il y a ouais, 50 000 à la gagne, quand il faut push sa pocket 2, SB bouton 15 deep sur un open, c'est vraiment pas la même chose que quand vous êtes pour la daronne à 12 left, quoi. Ça s'affronte vraiment pas de la même manière. Et cet impact mental de moins bien gérer les situations à cause des sommes d'argent qui sont mises en jeu, donc c'est encore plus dur de rentrer dans ses frais sur les flights. Parce que fatalement, les mathématiques derrière estiment que notre ROI, il va falloir qu'il se réalise de manière constante, dans le sens où on est performant en late game, en mid game, etc. Mais la réalité du jeu, c'est que quand vous arrivez en late de ces tournois, si vous n'êtes pas du tout habitué à manipuler des sommes comme ça, vous allez très probablement déjouer. Et c'est quasiment impossible de rentrer dans ces frais quand on a cette logique-là de je vais avoir du mal à développer mon jeu quand on arrive en late. C'est là qu'on peut peut-être parler un peu de nos expériences. Toi, par exemple, ta Giga Deep Run, je vais t'interroger dessus après, on va en parler, c'était incroyable. Mais moi, j'ai eu la chance de Deep Run le flight 50 euros et d'aller en TF. Et je me souviens que quand j'étais à peu près en demi-finale, tiers de finale, je commençais quand même à avoir une certaine pression. Alors j'ai réussi à m'en détacher parce que il y a l'espèce d'adrénaline et tout, on est dans le flow et c'est des situations qu'on travaille énormément aussi parce qu'on sait qu'on va être dans ces situations. Donc il y a beaucoup de travail mental au-delà de l'aspect technique pour bien aborder la situation, pas être impacté par les sommes. Enfin, littéralement, là, les paliers à cette époque-là, c'était ma rôle à chaque fois. Enfin, c'était même plus que ma rôle. Il y avait certains paliers, c'est des sommes que je n'avais même jamais gagnées sur un tournoi à un moment donné. Et quand les paliers, juste les paliers à 12 left, c'est des sommes que vous avez même jamais gagnées, ça s'aborde pas du tout de la même manière. Et c'est kiffant, hein, mais fatalement, c'est humain, c'est très probable que vous déjouez de la stratégie entre guillemets optimale. Et moi, je sais que j'avais une espèce de, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais j'avais une espèce de seuil que je m'étais fixé où je me disais à partir du moment où je prends 25 000, je suis détaché parce que c'était un peu une somme qui me permettait de changer mon année, qui me permettait d'avoir aucune pression financière sur l'année à venir, qui me permettait derrière de jouer des buy-in que je voulais jouer. Et tout ça, bah, fatalement, ça m'a fait, entre guillemets, déjouer parce que j'étais un peu trop tight de manière à, entre guillemets, gratter ces 25 000 euros. Et une fois que j'avais, entre guillemets, assuré cette somme, j'étais trop loose. En fait, quand on regarde vraiment mon replayer, c'est ça va, je me suis pas trop. J'ai run Jésus, bien évidemment, mais je me pissais pas trop dessus, mais un peu quand même. Il y a certains spots que j'aurais dû prendre que j'ai pas pris. Et à l'inverse, quand je bust, c'est un spot qui est EV moins que je dois même pas prendre et qui est trop aggro. Mais c'est parce que je m'étais fixé un seuil où c'est bon. Sauf que cette logique-là, si on est dans une logique de rentabiliser ses flights, bah c'est pas rentable. Enfin, entre guillemets, c'est pas rentable sur le long terme. Maintenant, c'est du flight. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que le long terme n'existe pas pour des tournois flight. C'est impossible de jouer suffisamment de flight pour que vous vous disiez ouais, j'ai gagné la somme logique que je suis censé gagner sur les flights. Flight, c'est 100 000 joueurs. Déjà, sur des tournois à 1000 joueurs, il faut peut-être jouer 50 000 tournois pour atteindre à peu près le levé théorique. Sur des tournois à 100 000 joueurs, je ne veux même pas faire le calcul. Enfin, c'est plusieurs millions, quoi, littéralement. Donc, il faut quand même profiter de ces situations et les aborder pas que dans une logique mathématique un peu à la Flavien Guénan où on analyse tous les spots au micro-centimètre de V près pour prendre les décisions. C'est un peu plus quantique que ça d'une certaine manière. Mais tout ça pour dire que on va déjouer de notre jeu en late, c'est évident. Et du coup, il ne faut pas se cramer sur ces tournois parce que les fois où on rentabilise sont vraiment extrêmement rares. Toi, t'as dit prendre le 125, t'étais à la maison en plus, c'était trop cool. Raconte un peu comment tu te sentais en late, comment t'as abordé le truc et tout ça. Ouais, bah, déjà, juste rebondir sur ce dont tu parles, sur les façons de déjouer un petit peu en late. Il faut aussi se rendre compte, surtout à l'adresse des joueurs de 2, 5, 20, c'est qu'en fait, c'est très difficile le jeu très très loin dans les tournois, où il y a beaucoup d'ICM, beaucoup de risques premium sur beaucoup de décisions. Et en fait, c'est normal, tu joues des tournois à 5 euros, t'es pas un top monde, tu vois, on demande pas ça aux gens. Donc, déjà, faut pas déjouer, mais en plus de ça, faut se rendre compte que la moindre erreur peut te coûter potentiellement 10 ans de bénéfice à tes limites, en fait. C'est-à-dire que tu fais une erreur à 7 left de ton high five, les paliers sont tellement énormes que
c'est normal de faire une erreur. T'es pas, enfin, je veux dire, t'es pas un expert de ce genre de situation. Tu joues des 5 euros. Mais c'est ton EV, ton ROI, tu vas encore moins le réaliser correctement parce que les fois où tu fais une erreur, mais en fait, ça te coûte potentiellement 25 000 euros. Et 25 000 euros sur les 5 euros, ben c'est énorme comme ça. Mais enfin, voilà. Donc ça se rajoute. Et ouais. Et du coup, le 125, bah, c'est assez dingue parce que je me suis qualifié deuxième boulette avec un ticket. Et je me suis qualifié avec un stack énorme, quoi. Je suis arrivé au day 2, j'avais genre 250 blindes, j'étais top 10 du tournoi. C'était vachement bien. Moi, j'ai fait des séries vraiment, vraiment sympas. J'ai beaucoup deep run. Et du coup, j'étais bien en confiance. J'ai qualifié tous les day 2. J'ai bien galéré sur le 50, mais j'ai fini par le qualifier dernier jour. Mmh. Et du coup, bah, j'arrive énormissime au day 2 et j'étais vachement content et un peu fier de mon travail des derniers mois. C'est que j'avais zéro attente. J'étais là, j'étais en mode ouais, enfin, c'est un nouveau tournoi qui commence. On est 1200, 1300. J'étais pas là en mode: «Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? J'ai 250 blindes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire D3». Non, c'est juste, on joue et basta. Ouais. Juste, je Et en rappelle, fait, quand tu arrives au Day 2, il y a encore des milliers de joueurs, hein. C'est pas oh là là, je c'est suis ça. Day 2, on y est presque. Il y a encore vraiment des milliers de joueurs. C'est un nouveau tournoi qui commence. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas mal de potes qui m'ont des messages en mode: «Ouais, c'est insane, machin». Je suis en mode: «Mais les gars, c'est un nouveau tournoi, en fait, genre il y a 3 niveaux qui passent, je perds 2 all-in et je dégage, en fait». Enfin, il y a littéralement rien du tout. Mais le truc, c'est que, bon, Winamax, innove. Du coup, c'est du Space KO. Et du coup, tu as ce truc de dès que tu bustes un mec, tu vois les sommes sur les tokens sur le 125 et enfin, tu déglutis à chaque fois, quoi. Tu te dis: «Mais, putain, mais si je chatte sur ce token-là, c'est une dinguerie». Du coup, tu as un peu ce truc même au D2 de: «Waouh, potentiellement, il peut se passer quelque chose d'assez fou, même à 800 left». Mhm. Et il s'est passé quelque chose à 800 left, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le seul token légendaire du tournoi qui arrive à ma table, à ma droite, à peu près au milieu de D2. Et je me souviens, on en avait parlé, on a fait un bref calcul enfin, j'ai fait un bref calcul de bounty. Je me suis dit: «Mais en fait, son bounty vaut, 2 tiers de son stack», ce qui est énorme quand on arrive à ce stade du tournoi. C'est par exemple, c'est impossible sur un PKO. Sur un PKO, sur les D2, les bounties valent littéralement 0 blinde, quoi. Alors que sur les Space KO, il y a des situations où c'est beaucoup et là, son bounty, je sais plus, il valait genre plus de 50 blindes. Enfin, c'était énormissime. Mhm. Et j'ai fait un spot contre lui, il me couvrait à ce moment-là et j'ai joué un spot contre lui, un pot 3 bet, donc une situation que j'aurais joué complètement différemment, si on n'avait pas été en Space KO parce que le lever de couvrir ce mec est énormissime. Le coup dont Donc tu parles, c'est qu'à la base, avant de le jouer, tu le couvrais pas. ouais, c'est ça, exactement. Ok. Je le couvrais pas, j'ai joué un coup qui m'a permis de le couvrir, et à ce moment-là, je l'ai couvert et il y a un coup qu'il a extrêmement bien joué, hein, il avait, je sais pas, il devait avoir 50 blindes, il y a un mec open avant lui et il a fait tapis directement, avec ses 50 blindes avec 2 rois. Heu, donc il fait tapis, moi j'avais as roi à ce moment-là, donc déjà, enfin, on se rend compte de la variance dont on parlait tout à l'heure là. C'est-à-dire qu'il y a le seul token légendaire du tournoi, il est à ma droite. OK? Je me retrouve à le couvrir. Le mec fait tapis avec 50 blindes. Je sais pas qu'il a 2 rois à ce moment-là, mais le mec fait tapis avec 50 blindes et j'ai as-roi derrière. Donc déjà, Le pour dream, qu'il y le ait un dream non mais, absolu. qu'il y ait un alignement de planètes comme ça, c'est fou. Et je me souviens, genre j'étais là en mode: «Oh putain, j'ai as-roi, OK». Et là, le mec jam. J'ai reculé, c'était chez un roulette, j'ai reculé en arrière de 3 mètres, j'ai fait: «Oh putain les gars, token, attention». Tu te souviens de Là, de tu la retrouves valeur du token max? bah, c'est la valeur max du token, c'était 160 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en le bustant, je l'avais, ou même un peu plus, c'était entre 160 et 220 000, enfin, dans ces environs-là. Dans ma tête, je me suis dit: «Putain, c'est le prix d'une maison, quoi». Et donc Il y a un ça cas dans où tu ces prends dans ces 100 000 balles sur ce coup, quoi. Enfin, là, en tout cas, tu as la possibilité de prendre 100 000 balles sur ce voilà, c'est coup. ça. Ouais. Et en plus, les tokens légendaires, c'est pas une fois sur 1000 que tu prends la prime max, c'est une fois sur 100. Donc tu te dis: «Je le bust, j'ai 1 de chance de prendre 200 K». Enfin, c'est complètement débile, hein, je veux dire, c'est fou. Donc bah, en plus j'ai as-roi, mais si j'avais 8 et 6 suités, j'aurais dû y aller d'un point de vue, mathématique. Dans ce spot-là, c'était V+ avec le calcul du bounty. Heu et du coup, je suis parti à tapis avec as-roi, as, flop ou turn, je crois, je le bust et je prends, l'average. Voilà. Donc, déjà, j'ai busté un token légendaire sur le 125, ce qui est assez fou. Hem et du coup, Oui, j'ai pris, la prime moyenne, ça devait être, je sais plus, 6 000, un truc comme ça. Je me rappelle plus. La répartition sur les légendaires, elle est un peu différente, mais
6000 et quelques. Du coup, j'ai pris la moitié. Donc déjà, en milieu de D2, j'ai déjà pris 3K, 3K6, un truc comme ça, sur, ou 3000, enfin dans ces eaux-là, sur le tournoi. Donc déjà, ça te détend un peu. Toi, tu Sachant que là, t'es paillettes, tu parlais. 800 left, un truc comme ça. Non, un peu moins, un peu moins. On devait être, je sais pas, ouais, 400 ou 300 left, un truc comme ça. Ça devait 400 être left, dans. donc pour bien comprendre, pour prendre une somme similaire juste avec les paliers, faire top C'est 20, TF, quoi. chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est demi-finale, quoi. Les paliers à 3000 euros, ils sont loin quand même sur ce tournoi. C'est assez flat vu que c'est un bounty, quoi. Mhm. Donc voilà, toi, tu parlais de palier mental à 25 000 sur ta TF. Bah, moi, j'avais quand même ce truc en milieu de D2 où en mode, bon, j'ai déjà pris 4-4 sur le tournoi. Euh, c'est bon, c'est pas une somme qui change ta vie, mais tu te dis, les paliers contre cette tête-là, ils sont demain après-midi, en fait. Enfin, tu vois, donc bon, ça permet aussi d'être un peu Mhm. détendu. Et donc, je fais D3. Et, du coup, le D3, c'était 70 left, quelque chose comme ça. Et Ok, donc, j'ai là on busté aux commence à alentours. parler quand même. Là on n'est pas Ouais, loin. Ouais. ouais, c'est ça. Là, quand on fait D3, tu te dis, bon, ok, mais surtout que j'étais genre cinquième. C'est ça le truc. C'est que je fais D3 en étant cinquième. Euh, du coup, bon, là, j'avoue que le sommeil n'a pas été super difficile, mais on le trouve tard, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, Ouais, parce que tu te dis, bon, bah, forcément, tu te projettes un peu. C'est la veille d'un bah day oui, mais 3, c'est super c'est compliqué. c'est surtout que je me projetais. En plus, il y avait mon coach qui avait quasi qui s'est qualifié avec quasi le même stack que moi. Du coup, on s'est appelé, on s'est partagé des infos sur les joueurs restants, etc. Et en fait, et c'est là aussi où j'ai tiré beaucoup de fierté là-dedans, c'est que je me projetais pas en termes de somme financière. Je me projetais vachement en mode, ok, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis trop content. Et j'étais curieux de savoir comment j'allais me comporter dans cet environnement de pression que je vois un peu comme de la gravité, quoi. Tu vois, comme si tu étais amené sur une planète où il y a une gravité qui est 10 fois plus importante que sur la Terre, bah, juste faire 3 pas, ça te demande beaucoup plus d'efforts. Donc, je Mhm. prenais l'exemple avec la paire de 2, bah, j'ai un coup assez vite. Et en plus, ma table était retransmise sur le chat, sur le stream, pardon, de cette chance. Et donc, à un moment donné, j'ai un adversaire très agressif qui était à ma gauche. Et à un moment donné, on joue un coup, il me 3 barrel. Donc, il me 3 barrel un peu dans le noir, hein, faut être honnête. Je pense que c'était un bon joueur et qu'il nous chie un peu dessus, quoi. Et le fait est que bah, j'ai un call assez évident si mon adversaire est capable de bluffer. Mais dès que tu te demandes si le mec potentiellement il bluffe pas, bah, c'est des situations où tu peux vraiment rater de lever, quoi. Et donc, j'étais assez content parce que j'ai quand même payé ce 3 barrels. Donc, assez rapidement, je me suis retrouvé deuxième du tournoi en termes de stack. Donc bah, à ces moments-là, tu es content parce que tu peux pas buster immédiatement, quoi. Et au final, honnêtement, je me rappelle même plus des coups sur lesquels je me fais sortir, mais je crois que c'est, bah si, j'ai busté, j'étais sorti par un mince, c'était Léo Soma. Léo Ouais, je crois que c'est Soma, ça, je ouais. crois que ouais, c'est Léo Soma qui m'a busté, je me rappelle plus de son pseudo. C'est lui qui m'a busté. Bon, j'ai restil 2 valets, j'ai run dans roi dame, il a fait son roi, un truc comme ça, mais il y a un coup juste avant ça qui m'a mis dedans où, contre le même adversaire qui m'avait 3 barrels, je me suis retrouvé à devoir folder. Je sais pas si tu te rappelles, genre, As-Dame. un peu trop bête, ouais. Je fais genre top 2 et le board finit par faire un fort to straight, un truc comme ça, dans un pot 3 bête. Et je Ouais, je finis me par souviens, il était devoir. horrible ce coup. Il était Ouais, horrible. T'as vraiment. perdu genre Toi, la moitié ou trois quarts de ton stack là-dessus. ouais, Je ouais, vois il pas perdait trop 3 quarts de mon comment stack. jouer différemment, mais enfin, ouais. Je me souviens, c'était terrible. Ouais. Tu sais, genre, en gros, le mec me 3 bêtes, je défends bouton SB, je défends avec As-Dame, ça vient As-Dame 2, genre, et le mec me 3 barrels, et le run-out, c'est genre roi et 10, tu vois, un truc comme ça, ou non, roi et valet, enfin, la dame me donnait pas quinte, évidemment, mais je crois qu'il y avait quinte avec le valet, enfin bref, peu importe. Et du coup, bah, je dois, si pire situation, call, fold, horrible. Et du coup, là, je perds ça, et genre 2-3 mains après, bah, il y a le coup de valet, roi-dame contre Léo Soma, enfin bref. Du coup, je fais 40e. J'ai pris un bon billet quand même, hein. J'ai pris 7000, 7005, quelque chose comme ça, sur ce tournoi. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que même en se qualifiant top 10 au day 2, en se qualifiant top 5 stack au day 3, tu te retrouves quand même en 2 coups, en moins de 10 minutes, à passer de te dire peut-être j'ai un stack pour faire TF à bah, j'ai busto 40e, quoi. Donc voilà. C'est une des grosses difficultés de ce jeu, c'est que faut pas se projeter parce qu'absolument tout peut arriver. Évidemment, on a un peu plus de chances d'aller plus loin quand on a plus de jetons, mais bon, bah, perdre des flips, perdre des coups standards ou non, faire des erreurs ou non, enfin, il peut vraiment tout se passer, donc faut pas trop se projeter. Et ça, t'avais dit un peu du mal à. T'avais réussi à le faire puisque t'avais bien géré le truc, mais un peu du mal à t'endormir du day 2 au day 3.
Je me souviens, moi, quand j'avais fait mon deep run sur le 50, j'étais quasiment chip leader à 30 minutes de la fin du day 2 et j'ai Mhm. perdu deux coups qui, à mon avis, sont complètement standards. Enfin, je vois pas comment les jouer différemment. Où je perds à chaque fois une grosse portion de mon stack. Et fini le day où je passe de quasiment chip leader à j'ai 8 blindes ou 10, mais vraiment pas beaucoup. Et je suis avant-dernier pour le day 3. Donc je suis qualifié au day 3, mais j'ai 10 blindes. Et sur le coup, j'étais un peu dégoûté puisque je passe de j'ai un stack, je peux faire quelque chose. On était 30 left quand même. On est moins sur le 50. 30 left. Ah, en fait, j'ai 10 blindes. Et quand tu as 10 blindes, humainement, tu te projettes beaucoup moins. Et j'ai super bien dormi parce que bah, j'ai 10 blindes. Tu vois, enfin, j'arrive, j'ai 10 blindes. Enfin, je m'attends pas spécialement à aller loin. J'ai pas un énorme stack en mode ça y est, je peux le faire. J'ai 10 blindes, on verra ce qui se passe. Et ça m'a permis d'être super détaché. J'ai gagné absolument tous mes coups à tapis sur les trois, à part le dernier, mais sinon faire un run mutanesque. Et ce côté, je me projette pas grâce au fait que j'ai 10 blindes, bah finalement je pensais que c'était chiant, mais ça m'a plus servi qu'autre chose, en réalité. Donc c'était, enfin vraiment l'impact mental sur ces tournois, il faut vraiment se rendre compte il est vraiment très très important. Ok, cool pour les flights. Et maintenant on va faire deux petites parties, histoire de vous donner des conseils un peu sur comment est-ce que vous pouvez aborder les séries. On va essayer de voir pour un joueur récréatif comment aborder les séries, quel genre de tournoi jouer, etc. Et après pour un règle de petites limites. Du coup, toi, Matt, qu'est-ce que tu conseillerais à un joueur récréatif qui joue de temps en temps, bah, un récréatif quoi, qui joue de temps en temps et qui aimerait se faire plaisir sur les Winner Series? Ouais, bah alors déjà la première règle, c'est ne pas se prendre pour un professionnel. Ne pas se prendre pour quelqu'un qui a besoin de jouer les séries parce qu'une grosse partie de son EV sur les 5 prochaines années peut venir de ce genre de festival. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il y a absolument aucune honte. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de jugements dans ce milieu, en plus vu que ça concerne de l'argent, qui est quelque chose qui dépasse le jeu en lui-même, on aspire à des choses bien meilleures que ce qu'on a, c'est parfaitement naturel. Il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que si tu es récréatif, c'est que tu joues très probablement des tournois pas très chers, mais il y a aussi beaucoup de récréatifs qui jouent des tournois assez chers parce que bah, ils peuvent se le permettre ou qui font n'importe quoi avec leur rôle, mais ça les regarde. C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos pour dire les gars, tranquille. Des séries, il y en a dans 3 mois, hein, donc enfin, il y en a d'autres dans 3 4 mois. Et après, redo 3 mois après, et après, oh, redo 3 mois après, etc. jusqu'à ce que Winamax tombe. Donc voilà, il y en a tout le temps des séries. Donc ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et se dire que: «OK, quels sont les tournois que j'ai absolument envie de jouer et qui sont dans mes buy-in?» donc sur lesquels je peux potentiellement gagner de l'argent. Tu regardes tous les tournois et tu dis: «OK, ça fait une enveloppe de temps. Bon, est-ce que là, je suis prêt à mettre cette somme dans une enveloppe, la poser sur la table et me dire, cet argent, je l'ai perdu, mais je me suis bien amusé. Est-ce que ça va être OK? Est-ce que ça va vous plaire? Ou est-ce que ça va quand même vraiment vous impacter? Voilà. Donc on n'est jamais heureux de perdre de l'argent, hein, je dis pas ça, je dis pas qu'il faut être heureux de brûler des billets, hein, c'est pas on n'est pas là-dedans. Mais c'est ce truc de: «OK, j'ai kiffé, ça me va d'avoir perdu cette somme, je me suis fait plaisir, j'ai pu rêver un petit peu et cetera». Là, à partir de ce moment-là, c'est bon. Voilà. Donc c'est vraiment ce truc de: «Si on m'enlève cette somme mais que j'ai kiffé, est-ce que je suis OK avec ça?» Ça, c'est vraiment le truc le plus important parce que, bah, encore une fois, c'est de l'argent et donc on part du principe que vous avez une rentrée d'argent, régulière, quelle qu'elle soit et il faut absolument pas que le fait de, mettre trop d'argent dans le poker pendant quoi? 10 jours, ça vous mette en difficulté sur la fin du mois. Enfin, c'est ridicule. Faut pas faire ça vraiment, c'est pas vous rendre service que de faire ce genre de choses. Faut jouer uniquement ce Et que vous êtes prêt à perdre. Concrètement, que vous voilà, soyez régulier ou pas, ou récréatif ou quoi que ce soit, vous jouez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et si vous blanquez tout, c'est pas un problème pour la vie normale, quoi, entre guillemets. c'est ça. Et je vois beaucoup sur les 50 de joueurs qui viennent probablement des paris sportifs et qui ont l'habitude de mettre des 50 euros sur des paris et qui se disent bah le poker c'est pareil et du coup qui lancent 3 tournois à 50 et c'est pas du tout la même chose. Tes 50 euros sur une cote à 1,5 sur la victoire du Barça, c'est pas du tout pareil que de mettre 50 euros sur un tournoi de poker. Donc c'est pas parce que les sommes potentiellement gagnables sont beaucoup plus grosses qu'il faut jouer la même chose quoi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en difficulté avec ça et faut faire attention parce qu'en fait, c'est pas il y a beaucoup de joueurs, par exemple, dans ta communauté ou quoi, tu vois, qui jouent les 2 les 5 les 10 qui voient leur bankroll comme un capital, très précieux et qui, du coup, ont un problème de pas prendre assez de risques. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui se disent: «Oh bah, ça va, c'est 10 balles».
et qui se disent ça 25 fois en une semaine, et bah, leur rôle, c'était 400 balles et du coup, il reste 150, tu vois? Et tu peux pas te dire: «OK, je crame 250 pendant mes series, derrière ma roll, c'est 150», tu vas mettre 6 mois et demi à tout remonter, frérot. Donc voilà, Si tu as une tester le approche, plus si tu une approche de vouloir consolider ta rôle et la faire grandir. Encore une fois, si vous êtes très voilà, créatif, que vous mettez 100 balles sur Wina pour les séries, que vous êtes complètement prêt à perdre, personne ne vous demande d'avoir nécessairement une gestion de bankroll. Enfin, t'es pas obligé d'avoir ah un bien sûr. BRM si t'es récréa, bien sûr. Juste, Voilà, c'est ça. Donc faut être prêt à perdre cet argent, quoi. C'est le plus important. c'est vraiment la clé, quoi. C'est un budget loisir, comme on s'est noté là dans notre script. Tu as un budget loisir, tu te dis: «OK, je le dépense», comme si j'étais parti faire, 1 semaine, je sais pas moi, de tennis, dans le sud de la France, pour un stage, ça m'a coûté tant et bah, tu fais pareil sur un festival de poker et puis voilà, let's go, quoi. Mais, Complètement d'accord. Mais pour, effectivement, du coup, pour transiter vers ça, pour un régulier ou un pseudo-régulier qui veut consolider sa rôle, qui veut monter de limite, qui- pardon, qui veut se construire une rôle petit à petit, bah, c'est important de ne pas se cramer et de ne pas cramer sa rôle d'un coup sur les séries. Parce que les séries, ça va très vite, on peut se cramer très très vite. Je parle pas en termes d'énergie, je parle vraiment de cramer la rôle. Et ça me fait penser à une anecdote que j'ai avec Z Chance à la fin de la Summer School. Quand il a lancé la Summer School, c'était il y a quasiment 3 ans maintenant. Enfin, ça fait vieux. Mais je me souviens que j'étais passé de peut-être 100 euros de roll à 3 000 € de roll pendant la Summer School. Et fatalement, boost de confiance, fatalement, ça y est, j'ai compris le jeu, let's go. Et il m'avait dit, je m'en souviens très bien, quand je lui disais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut que je joue pour les séries? C'était septembre, donc fin de la Summer School. Et il m'avait dit, joue pas les séries. Parce que tu as mis 3 mois à build ta roll, ça fait 2 ans que tu galères. Ma courbe, littéralement, c'était plat, 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 plat. Et ça commençait enfin à monter péniblement. Et enfin, j'arrivais à build une roll. Et il m'a dit, joue pas les séries parce que mentalement, ça va te tuer de perdre une trop grosse portion de ta roll que tu remettras des mois à grinder. Évidemment, vu que j'étais un petit con, j'ai dit ouais, ouais, d'accord, je les ai quand même joués, en tout cas pour une partie. Et bah, ça n'a pas loupé, j'ai perdu 2 tiers de ma roll. Et mentalement, c'était pas tant l'argent en tant que tel, c'était quand vous êtes dans une logique de je veux faire fructifier ma bankroll, vous passez des mois à passer, je sais pas, de 1000 à 3000 ou que sais-je, bah, perdre 2 tiers, ça veut dire perdre déjà des sommes que vous avez jamais perdues en aussi peu de temps, jusqu'à présent dans le poker, et on est reparti pour plusieurs mois à rebuild. Alors que vous pouvez simplement attendre de consolider votre rôle, de miser seulement une proportion de votre bankroll que vous êtes prêt à perdre, parce que cramer plus de la moitié de sa rôle en 2 semaines, mentalement, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je sais pas si tu as déjà eu des expériences comme ça, Matt, mais c'est alors, horrible. le truc, c'est que ça m'est déjà arrivé une fois sur des pocus, mais c'était à un moment donné où j'avais une bonne roll, donc voilà. Mais tu sais, je suis assez strict, moi, en termes de gestion, je suis assez carré. Par exemple, en festival, j'ai une logique, c'est-à-dire que, pour tous les tournois qui sont, comment dire? À mon abbaye ou plus, je re-entry pas, déjà. Et donc déjà, si tu re-entries pas sur tout ton festival, ça fait à la fin, quand ça se passe pas bien, ça fait quand même une bonne grosse différence. Déjà. Et bah, moi, en termes de festival, ça c'est souvent j'ai jamais eu de scénario, bon, ça s'est bien passé là sur le 125, mais c'est des sommes, j'ai pris 7K sur un tournoi, toi, tu as pris quasi 30, tu vois? Donc on n'est pas dans les mêmes proportions. À chaque fois que je fais des festivals, en général, ça se passe, plutôt bien, genre moyenne haute. C'est-à-dire que, au pire des cas, je drop un petit peu, sinon je suis break even ou petit gagnant. Voilà, j'ai souvent des deep runs, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire, top 20 de gros 50, des demi de gros 50 et bon, bah, pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a à chaque fois, ça m'est arrivé, il y a 3 4 coups heu, d'aller faire la TF, quoi. Voilà, quand en demi, tu as des pots à 80 blindes qui passent ou qui passent pas, ça change tout, quoi. Mais Hmm. tout ça pour dire que, bah, même en sortie de summer school, par exemple, j'ai fait ma meilleure période ever, en fait, alors que j'avais un niveau qui était vraiment moins bon qu'aujourd'hui. J'ai pris, 20K en 2 mois, quoi. Alors littéralement. C'est-à-dire que, j'ai pris 20K en 2 mois. Heu, alors que pendant la summer school, ça se passait super mal et derrière, j'ai eu un boost de confiance de fou. J'ai pu me concentrer sur le grind, j'avais une bankroll OK parce que j'avais un travail à côté et heu et en fait, bah, j'ai pris 20K en 2 mois et tu sais pas, ça te tombe dessus, tu gagnes tout, quoi. Genre, tu dis: «Ah ouais, mais c'est facile, en fait», mais non. C'était même pas en Donc série ce que tu avais pris tes 20K, si? Ou c'était dans le bah, en fait, grind, je me souviens plus. j'ai pris 10K pendant une période de series. Bah, en fait, Ok. genre c'était le premier festival des Mysteries et à cette période-là, j'utilisais mes miles pour faire mes shots.
ce qui est une stratégie que je conseille parce que ça permet de récompenser votre régularité avec des tournois plus chers. Du coup, j'utilisais mes miles pour faire les 50 et genre un des premiers 50 en Mystery qu'il y a sur Winamax, je l'ITM et je bust un mec qui avait genre, je sais pas, 0,4 blindes, un truc comme ça, sur un coup lambda. D'ailleurs, je me souviens, j'étais le seul à être parti à tapis pour prendre son chaos, ce qui est complètement dingue quand on y repense. C'était le tout Heu, début des Mystery. Personne ne ouais, c'est comprenait ça, rien au format. Ouais. c'est ça et j'ai pris une deuxième prime, et j'avais pris, je crois, genre 1008. J'avais pris une bague à 1008 ou un truc comme ça, ce qui du coup était beaucoup, tu vois? Parce que, bah, j'étais genre ABI, 10-15 et je jouais les 50 avec des miles, tu vois? Du coup, ça m'a détendu et puis genre, j'ai gagné le tea time, un dimanche, j'ai gagné 2 MS10 2 dimanches de suite, pendant la période de Series. J'ai gagné un nitro ou un truc comme ça ou un flipper, je sais plus, enfin un tournoi du soir, Mhm. et du coup, bah, ma roll elle a explosé et derrière pendant le mois d'après, heu, j'ai gagné un 50, j'ai gagné d'autres trucs, enfin bref, c'était, T'as tout gagné la droit, fièvre 2 fois de suite, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? non, je l'ai TF 2 dimanches de suite et je l'ai gagné un dimanche, je crois et j'ai pris 7 quasi 7000 sur une fièvre, tu vois? Ouais, c'est Genre, ça. Enfin, voilà. Et du coup, et c'est ma meilleure période d'hiver, alors que ça fait 3 ans, tu vois? Donc, tu te dis et après et hors festival, j'ai eu des périodes de flat pendant 6 mois, alors que j'étais, potentiellement 10 fois meilleur quoi, sans rigoler. Donc, voilà, il y a 0 logique, enfin, il y a 0 logique là-dedans. Et du coup, pour parler de comment aborder la chose quand on a règle de moyenne, petite limite. Donc, sous-entendu, tu as enfin, toi qui regardes cette vidéo, tu as entre 15 et 25 de retour sur investissement sur des tournois ABI entre 5 et 12, on va dire quelque chose comme ça. Je pense que c'est un peu le cœur de ta communauté. ouais. La question principale qu'on a notée et qu'il faut avoir, c'est, hem, est-ce que ma façon d'aborder les séries va avoir un impact sur mon grind régulier? Ça, c'est la question qui est primordiale. C'est la seule. Si tu dois te poser une seule question, c'est celle-là. C'est en gros, OK, combien je joue de tournois par mois? Combien d'argent je gagne en moyenne? Heu, et donc, si je drop cette somme pendant les séries, combien de temps ça va me prendre pour rebuild? OK? Et est-ce que surtout ça va me faire baisser de limite? Tu ne veux surtout pas avoir besoin de baisser de limite après un festival qui se passe mal. Voilà. Et c'est dur. C'est super dur de se dire: «Ouais, mais regarde, tous les 10 bags, ils sont magnifiques, machin». Je dis: «Ouais, d'accord, mais tu as vu les sims qu'on t'a montré tout à l'heure? Tu as 7 scénarios sur 10 où juste tu vas littéralement, perdre, 1 fois sur 2 en fait, tu vois? Donc tu peux pas raisonner en mode: «Ouais, mais ils sont beaux les disques» et cetera, si derrière tu mets 8 mois à pouvoir rejouer tranquillement, quoi. Donc vaut mieux les jouer tranquille et comme c'est ce qu'on a dit, il y a des festivals tous les 3 mois. Voilà. Donc faut vraiment, avoir cette question-là bien en tête et faire et prendre les bonnes décisions ensuite. Et il y a quelque chose que je fais beaucoup moi, c'est d'avoir un plan pour les 3-4 premières sessions des séries et ensuite je Ok. réévalue. C'est-à-dire je me dis: «OK, bon bah là sur les 3-4 premiers jours, hem, il y a des beaux tournois» et en plus souvent, je trouve que les grilles du lundi-mardi sont mieux que les dimanches, parce que les dimanches souvent c'est beaucoup de tournois très chers et du coup, bah, tous les abbayes inférieurs à 40, on a des beaux tournois, mais il y en a pas tant que ça. Je me retrouve à faire des sessions du lundi-mardi beaucoup plus grosses que des sessions du dimanche au final, Mhm. quand on est autour de ces abbayes-là. Et du coup, il y a des très, très beaux tournois en plusieurs jours avec des structures incroyables qu'on n'a pas le reste de l'année, le lundi, le mardi, et cetera. Du coup, je me dis: «OK, du dimanche au mercredi, je joue tous ces tournois-là». Je me fais un gros bloc de tournois et je me dis: «OK, si ça se passe correctement, bah, ça pourra me permettre sur le reste des séries de jouer tel ou tel ou tel tournoi». Ça, c'est le scénario 1 qui est positif. Ensuite, si ça se passe très mal et bah, hop, tu recalibres après 4 jours. Tu fais un jour de pause, 2 jours de pause, 3 jours de pause si tu as besoin ou juste tu te dis: «OK, bah, là je redescends et je joue des tout petits buy-in». Parce que même sur les tout petits buy-in, il y a des sommes énormissimes à gagner. Donc voilà, je toujours être très, très, réactif. Ne pas attendre, parce que si tu attends 1 semaine avant de te réadapter, c'est trop tard. Complètement. Et Donc voilà. réactif, c'est réactif en termes de gestion de bankroll, mais aussi en termes de gestion d'énergie, gestion mentale, parce que les séries, c'est long. Ça dure 10 jours, mais c'est 10 jours sur des grosses sessions qu'on fait, plusieurs jours de suite, etc. Potentiellement, il y a de la pression quand il y a des grosses sommes en jeu. Enfin, mentalement, en termes d'énergie et tout, c'est vachement impactant. Et c'est important, prendre des jours de pause, réévaluer sa stratégie. Si vous avez chaté le premier dimanche, vous avez pris 10K, comment est-ce que vous gérez ces 10K? Si vous avez drop les 3 premiers jours, comment est-ce que vous vous adaptez pour la suite? Enfin, vraiment être flexible dans la stratégie. Il faut pas. Il y a certains pros qui vont être overrollés, qui ont déjà le plan, mais qui s'empêchent pas de faire des pauses, mais qui vont de toute façon jouer ces tournois, il n'y a pas de question et ça impactera pas, comme tu as dit, leur grind quotidien. Mais quand on est dans une logique, et je pense que la plupart des gens qui nous regardent, c'est ça,
quand on est dans une logique de progression et de montée de limite, on peut pas se permettre de tuer les efforts qu'on a fait sur les mois derniers à cause de 2 semaines de séries et à devoir retourner grind les 2 euros quand enfin on était passé au 5-10 par exemple. Parce que c'est chiant, c'est long et mentalement c'est hyper frustrant et c'est super décourageant. Et je connais beaucoup de joueurs, moi le premier à l'époque, qui build une role sur les tournois classiques, drop tout sur les series. Build une role sur les tournois classiques, drop tout sur les series. Moi pendant 2 ans, ma vie c'était monter 500 balles, perdre sur le high five, monter 500 balles, perdre sur le high five, tout le temps. Enfin, j'abuse un peu quand je dis perdre sur le high five, mais il y avait quasiment 20 boulettes qui partaient à chaque fois, et 20 boulettes sur un 5 balles, c'était 20% de ma roll, quoi. Et ça partait automatiquement. Donc vraiment super important de réévaluer régulièrement en termes de buy-in et en termes d'état mental. Il y a des séries tout le temps, comme a dit Matt, il y a des séries tout le temps, il y a des événements tout le temps, même hors séries, il y a des super beaux tournois tout le temps. Vous avez le temps, le poker c'est un jeu de patience, faut pas se cramer, faut y aller petit à petit et faut pas se tuer mentalement en crachant une trop grosse proportion de votre rôle qui impacte le grind quotidien. Je pense Ouais, et qu'on en a... plus, Ouais, vas-y, dis-moi. avec cette histoire de limite, euh, par exemple, moi, la période où j'ai drop le plus de buy-in, c'est quand je jouais à BI 15-20. Et ce qui m'a sorti de ça, c'est quoi? C'est une victoire sur un mini WSOP à 5 euros. Là, j'ai pris, je sais plus Punaise. combien j'ai pris sur mais une grosse somme. Et en fait, ça m'a tout mon down sur les 10-20, bah, ça a été compensé par une grosse win sur un 5 euros. Mhm. Et du coup, on ne sait pas d'où va venir notre gain. Et même sur des tournois à tout petit buy-in, il y a des sommes qui sont à aller chercher qui sont vachement importantes, quoi. Donc ça, et pour la façon de se recalibrer, moi, ce que je fais, par exemple, quand ça se passe pas très bien, sur 2-3 jours, bah, j'ai quand même envie de jouer parce que, bah, il y a quand même des beaux tournois, et cetera, et que j'ai pas forcément besoin d'une pause. Bah, je change complètement ma structure de session. Je dis: «OK, bon, bah, comment je fais juste pour kiffer ce soir?» Je joue quel tournoi? Voilà, juste les tournois de mes buy-in, je me dis: «OK, je joue 6 tables, juste 6 tables». Je me concentre et je joue des beaux tournois parce que juste on est content de jouer des beaux tournois, tu vois? Faut aimer jouer aux cartes, tu vois? Tu es content de jouer au poker, tu es pas là que pour, faire fructifier un capital, machin. Tu dis: «OK, ce soir, je m'amuse, Bien en sûr. fait». Donc, tu joues 6 tournois à 10-20 balles et ou, quand c'est ton ABI ou des tournois à tes limites quand c'est un peu plus faible ou quoi, et tu te dis: «OK, juste je joue ça et mon objectif, c'est juste de kiffer, en fait». Voilà, et donc là, tu es sûr que ça va bien se passer. Que tu perdes ou pas, tu es sûr que ta soirée va bien se passer. Faut prendre du plaisir, jouer ce qu'on est prêt à perdre et réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur la suite, sur notre grind quotidien et sur tout ça. Ok, C'est putain, ça. on est déjà à beaucoup de la vidéo. Je mettrai des petites sections en bas au cas où vous avez envie d'aller directement, vous vous en foutez de ce qu'on dit sur tel truc, vous voulez juste venir à une section où on parle d'un sujet en particulier. Je pense qu'on va finir sur ma dernière question. Il y a encore un truc. Si tu devais donner rapidement, pour pas trop rentrer non plus dans les détails, des conseils de stratégie plus côté technique, comment est-ce que tu abordes les séries? Pour un joueur, on va dire ABI 5, ABI 10 dans ces eaux-là, qui est correct, qui a des bonnes bases, mais qui est pas forcément un top non plus, quoi. Un joueur bien, bien éclairé, on va dire. Comment est-ce que tu lui conseilles de jouer, grosso merdo, les Winamax Series? Comment il aborde un tournoi? Ouais, bah, alors, là, je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas essayer de faire des choses qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire que très souvent, on a l'impression, que tu sois au début d'un tournoi, que tu sois tout à la fin, et cetera, tu as l'impression que vu que les tournois sont plus gros, qu'il y a des plus grosses sommes, que si tu le gagnes, il y a un petit W en dessous de ton pseudo, il faut faire des choses compliquées pour les gagner. C'est pas vrai. Donc concentre-toi sur ce que tu sais. Tu te focalises vraiment là-dessus. Sur le préflop, tes ranges préflop, tu les tightifies un petit peu, heu et sur la prise de value. Voilà, c'est les 2 choses vraiment les plus importantes. Et donc qu'est-ce que ça veut dire la prise de value? Ça veut dire avoir des ranges préflop qui sont constitués, bah, potentiellement que de value end, c'est-à-dire que, enfin, tu pas besoin de bluffer en early, en fait, et de value 2 fois plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, les joueurs que tu vas rencontrer sont des joueurs qui jouent très peu souvent. Sont des joueurs qui vont être très attachés à leurs mains, sont des joueurs qui ne vont pas savoir folder, et on leur en reproche pas, tu vois? Genre chacun joue comme il veut. Mais la caractéristique principale des joueurs récréatifs pendant les séries, c'est ça. C'est des joueurs qui d'habitude, font des paris sportifs, c'est des joueurs qui jouent 5 fois dans l'année ou quoi que ce soit. Ils savent pas que dans une situation, bah, 2e paire, c'est pas une bonne main. Tu vois? Pour eux, ils ont fait une paire, c'est bien, tu vois? Bah, toi, ne sois pas le mec débile
qui va 3 barrel bluff parce que oui, j'ai un bon combo pour mettre le troisième. Tu dis non, frérot, le mec, il t'a call 2 fois, il va pas folder, river. Et du coup, comment tu fais pour utiliser ce défaut-là de ton adversaire à ton avantage? C'est non seulement un, de pas bluffer, mais de value beaucoup plus cher et avec des mains beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que tu vas aller chercher beaucoup de sin value et tous tes sizing que tu as en tête de value, bah, tu les multiplies par 2. Me dire, En ah, mais non, early, je vais là préférer. tu parles pour l'early. Ouais, mais même en mid-game ou quoi que ce soit, si tu vois qu'il y a un joueur qui est très mauvais, qui call beaucoup, ouais, j'ai vu dans une vidéo de Petit Pox que le size théorique c'est un tiers. Tu dis, ouais, bah fais pot en fait, genre fais pot. Voilà. Si tu as une top pair, tu fais pot en fait, voilà. Mais en ayant bien ciblé ton adversaire, évidemment, parce que si tu fais ça contre un joueur régulier qui le voit, il va lui-même t'exploiter à son tour. Mais l'idée, c'est d'aller chercher le joueur le plus faible restant à la table. Et tu cibles ce joueur et tu vas lui chercher le plus de jetons possible en augmentant tes sizing, en bluffant beaucoup moins. Voilà. Et ensuite, il y a aussi la petite chose, bon, c'est toi surtout qui est expert de ce domaine-là, mais du point de vue de l'ICM, on va pas rentrer dans des détails, mais sur des fields très très gros, le fait de faire ITM, ça a vraiment, vraiment beaucoup plus d'importance que sur un petit field. Voilà. Donc, je te laisse embrayer là-dessus. Ouais, complètement d'accord avec la stratégie que tu dis, notamment pour l'early et pour le mid. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en series, les leaks, les défauts des joueurs, ils vont être vraiment exacerbés, euh, que la population est vraiment très, comment dire, très récréative sur ces événements-là. Et on va avoir des calling stations vraiment, mais quasiment qu'on croise jamais, mais enfin, sur les autres tournois ou très peu. Là, la proportion de calling station, elle est absurde sur de l'early ou du mid-game en series. Et à l'inverse, les ligues du field en late, et c'est complètement compréhensible parce que c'est souvent des grosses sommes d'argent que les joueurs sont pas habitués à manipuler quand ils jouent par exemple des 5 euros, des paliers à 1000 euros, ils savent pas les gérer. Et du coup, il va y avoir la logique inverse en late game où, à l'inverse, tout le monde va overfold, enfin tout le monde, une énorme partie du field va vraiment overfold de mutants. Et là où en early, le but c'est d'être très value oriented de manière générale sur ces fields-là, early, mid-game, à partir de 30 left sur des Winamax Series, si vous avez la chance d'en avoir à un moment donné dans vos sessions, vous vous rendrez compte que les mecs fold de tout. Parce que c'est des sommes d'argent élevées et le moindre palier, mine de rien, c'est beaucoup d'argent pour ces joueurs-là proportionnellement. Et du coup, bah, l'approche qu'on pourrait avoir un petit peu schématique, mais ce serait value orienté, peu de bluffs en early. Quand c'est des bluffs évidents et tout, pourquoi pas, mais commencez pas à faire des 3 barrels bluffs, des check raise bluff, multi-barrel, etc. Jouer simple, il n'y a vraiment pas besoin de jouer exotique. Et en late, bah foutez-en partout. Enfin, vraiment, moi si j'avais un conseil à donner à un joueur un peu correct qui arrive en late d'un series, détache-toi de ton tournoi, c'est les autres qui vont être attachés à leur tournoi. Et toi, là où tu peux d'ailleurs générer des retours sur investissement monumentaux sur des series, c'est parce qu'il y a ces énormes leaks du field. Et toi, si tu arrives à te détacher de ton tournoi, oui, tu vas buzz de temps en temps sur des prises de risque, mais tout le monde fait que fold. Donc open ton roi 8 off au cut-off, open tes bottoms de range dans tous les sens, et quand les mecs t'agressent, te défends pas trop, t'amuses pas à faire des hero calls, parce que t'as vu Shidwick faire un hero call sur le Triton, on est sur un série 5 euros, la proportion de bluff dans la range des mecs, elle est quasiment nulle. Parce qu'en late, tout le monde se pisse dessus. En tout cas, la plupart des joueurs se pissent dessus. Donc c'est vraiment value oriented, peu de bluff en early, jouer simple et lâchez-vous en late. Pas forcément beaucoup de bluff super tricky, mais n'hésitez pas à être beaucoup plus actif et beaucoup plus agressif. Je pense que techniquement, vous avez déjà une bonne base pour enfin, stratégiquement et techniquement. Après, encore une fois, comme a dit Matt, vous inventez pas une vie, c'est pas le moment de réapprendre à jouer et de changer complètement vos stratégies en series. Faites ce que vous savez faire, prenez du plaisir et vous inventez pas des vies dans des spots que vous savez pas jouer. Jouez simple, vraiment. Jouez simple, c'est des fields qui sont extrêmement mauvais sur les Winamax Series et faut en profiter. Et d'ailleurs, petit Ouais, puis point, c'est c'est un... surtout que même quand tu es un joueur qui est break-even depuis 10 ans à BI5, tu vois, bah, sur ces périodes-là, c'est les seules périodes où en fait ton ROI va être positif. Parce que c'est le seul moment où bah, il y aura beaucoup plus de joueurs moins bons que toi et qui va te permettre du coup d'avoir un ROI supérieur. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas déjouer parce que ton jeu, dans ton grind habituel qui te fait pas gagner d'argent, bah, pendant ces périodes-là, si tu le joues ce jeu-là, bah, il peut t'en faire gagner. Voilà. Donc raison de plus de pas essayer de faire des choses qu'on sait pas faire, quoi. Qu'on ne maîtrise pas en tout cas. Complètement d'accord. Je pense qu'on va finir là-dessus. Alors, on avait prévu une vidéo de 20 minutes, ça fait 1 heure. Donc, je Oui. mettrai les petites parties en bas
vous puissiez aller là où vous voulez pour pas forcément tout écouter. En résumé, s'il y a un truc à retenir, c'est les Winamax Series, il y en a tout le temps. N'ayez pas ce qu'on appelle le FOMO, d'avoir peur de rater des opportunités. Les opportunités, il y en a tout le temps. Cramez pas votre bankroll, vous cramez pas mentalement. Et surtout, jouez uniquement, que vous soyez récréatif ou pas, jouez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre sans que ça vous impacte trop fortement. Que ce soit que ça impacte votre bankroll ou que ça impacte votre mental. Donc si vous êtes dans une logique, et je connais beaucoup de joueurs comme ça, de monter une bankroll petit à petit en faisant du grind quotidien, etc., enfin quotidien, régulier, vous cramez pas sur les séries parce que sinon vous allez vous dégoûter. Oui, il y a un cas où vous allez prendre 10K et tout est plus simple pour l'année, mais dans la grande majorité des cas, vous allez drop une partie conséquente de votre rôle et c'est normal. Donc, si vous voulez jouer les séries en tant que joueur un peu petite limite, qui ont un petit budget pour le faire, faites une allocation d'un petit budget de votre bankroll, faites-vous plaisir sur les séries. On n'est pas là pour avoir une structure hyper rigide. Faites-vous plaisir sur les séries, mais vous cramez pas. Vraiment, c'est super important. Euh, voilà, mot de la fin pour moi. Est-ce que tu as un truc à dire, Matt, en plus pour conclure? On va Bonne arrêter là-dessus. chance. Ouais, ok. Bonne Nickel. chance, ça me paraît être un bon truc, quoi. Si vous regardez la vidéo avant les séries, good luck. Et puis sinon, bah, good luck pour les prochaines, dans tous les cas. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.